Donc l'idée, sans que ce soit exhaustif, hein, l'idée n'est pas là d'aller vous faire quelque chose d'hyper exhaustif, un catalogue, mais de mettre ce qui, nous, en tant que présidente de CME et directrice, nous paraissent être des éléments qui ont été forts sur fin 2024 et là, début 2025, d'échanger là-dessus, de se tenir à votre disposition s'il y a des points ou des sujets particuliers. Et puis peut-être, si vous en êtes d'accord, peut-être que l'on commence par le cœur de notre métier, qui est quand même de développer de l'accès aux soins et de la qualité des soins à la population, si ça vous va, et puis après on est à votre disposition. C'est votre déroulement. Voilà, donc moi je sais pas si j'ai pas eu souvent l'occasion de vous rencontrer, donc je suis Dr Cécile Leray, donc je suis en fait présidente de la comité médical d'établissement, donc en fait, ma mission, c'est aussi de mener avec les médecins en partenariat avec la gouvernance les projets médico-soignants, et puis d'être garant de la sécurité des soins et des parcours, dans le parcours patient. Donc là, sur cet entretien, donc je dirais que l'année 2005, c'est un peu une étape clé. En 2025, donc oui, nous sommes très jeunes, cher docteur, mais... On arrive. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est une étape clé parce qu'on a le projet du nouvel hôpital et on est quand même porté par une dynamique d'innovation et d'attractivité. On essaie et on met en place de nouvelles activités tout en modernisant en fait notre plateau technique aussi en vue de ce nouvel hôpital. Donc on a des évolutions concrètes cette année qui témoignent de notre engagement fort au service de la population pour avoir un service de qualité et tout en proximité. Donc moi je pourrais vous parler déjà de deux innovations, deux techniques innovantes au bénéfice des patients. C'est déjà le laser endoveineux. Donc depuis mars 2025 maintenant, l'hôpital propose le traitement des pathologies veineuses par laser endoveineux. C'est une technique interventionnelle moderne. C'est de nouvelle génération aussi, qui est rapide et qui est non invasive et qui est une très bonne alternative à la chirurgie classique. Donc actuellement, c'est le docteur Gourmelon qui est en charge de cette activité. Et, il a déjà pu réaliser 600 actes avec à peu près plus de 250 patients suivis depuis, je dirais, avant l'été 2025. C'est sur de la médecine et de la chirurgie vasculaire, donc c'est les veines. C'est pour éviter les varices et les grosses interventions de varices. C'est bien ça, docteur. Tout à fait. Et donc les bénéfices pour le patient sont importants puisque c'est un confort accru, c'est moins de douleur. Ça se réalise en ambulatoire, donc le patient effectivement est moins douloureux et il peut reprendre une activité très rapidement, il n'y a pas d'arrêt de travail. Et c'est un soin, donc du coup, une offre que l'on réalise en proximité, il n'y a pas besoin d'aller sur les gros centres comme c'était le cas auparavant. Une autre activité, donc vous avez certainement déjà vu des articles dans la presse, c'est la télééchographie. Réalisé pour le patient. Donc on s'est doté d'un robot d'échographie à distance qui est téléopéré par deux sondes jumelles, dont l'une est tenue par le radiologue et l'autre par une manipulatrice qui a été formée à cette technique. Donc ça permet en fait, c'est une réelle innovation technologique quand même sur le territoire en local, puisque ça évite aux patients d'avoir recours au trajet pour trouver un créneau d'échographie. Donc ça se réalise dans des pathologies précises, c'est-à-dire ça peut être l'appendicite, donc c'est vrai que pour les urgences c'est très intéressant, tout ce qui est pathologie abdominopelvienne, la thyroïde, donc ce n'est pas destiné par exemple à tout ce qui est tendons musculaires. Mais c'est un véritable progrès, notamment aussi chez l'enfant, puisque l'enfant de moins de 15 ans ne peut pas bénéficier de scanner parce que c'est trop irradiant. Donc pour l'hôpital de Redon, pour les patients, c'est une fluidité dans le parcours, un accès au moins au plateau technique pour l'échographie, et c'est pour nous une très belle avancée. Du coup, c'est aussi attirant pour les urgentistes parce qu'ils se disent que même
la difficulté, le recrutement de radiologues est difficile partout sur le territoire et sur des établissements comme le nôtre en particulier. Donc pour des urgentistes, savoir qu'ils peuvent avoir accès à l'imagerie classique, enfin on coupe le scanner, l'IRM par la télé-imagerie, c'est déjà très rassurant. Et là en plus, ils savent qu'ils peuvent, et surtout chez les enfants, avoir de la télééchographie qui leur permettent de sécuriser leur diagnostic. Donc ça a aussi un effet sur l'attractivité pour les urgentistes, pour nos manipulateurs aussi, hein, parce que du coup c'est intéressant d'avoir des nouvelles techniques, mais on garde un tout petit peu de mystère pour que vous reveniez à l'inauguration. Tout à fait, ça ne vous a pas échappé, c'est vrai que la pénurie médicale frappe tous les hôpitaux de plein fouet, et en fait il faut être très innovant, et en fait il faut vraiment chercher des solutions, et ça en fait partie. Justement, je rebondis, il y a un engorgement au niveau de l'imagerie en général, notamment Redon, qui a du privé et du public. Comment ça fonctionne, ce service de téléimagerie en échographie? C'est tout le temps Alors peut-être déjà sur cette question de l'engorgement. Je refaisais le point avec la directrice des soins et le docteur Leray. Nous avons là des délais à 1 mois et demi pour des scanners et des IRM, donc on ne peut pas parler d'engorgement. Alors peut-être que sur un examen très particulier, mais on a soit l'urgence, évidemment là ça se fait en temps réel, et sur le programmé, et j'en témoigne moi-même pour avoir bénéficié des bons soins du service d'imagerie de l'établissement, j'ai eu un rendez-vous en 1 mois. D'accord. Hein, donc avec des contraintes horaires, avec pourtant que je leur imposais, pourtant dans le mois, et je vous promets que c'était pas parce que j'étais à Dangereux-Soulières. C'est vrai qu'on a un plateau quand même assez conséquent, puisqu'on a une IRM, un scanner, une table d'imagerie conventionnelle, un mammographe numérique aussi quand on a des vacations, donc c'est quand même, et des échographes. En imagerie, mais aussi dans d'autres services pour les consultations avancées des spécialistes, que ce soit la rhumato, la gastroentérologie, l'urologie également, la gynéco, donc la cardio, enfin voilà, ça fait partie aussi de la modernisation et puis de la mise en conformité des équipements. Et pour répondre concrètement, donc la télééchographie se fait soit, comme vous l'avez compris, par le biais de l'urgence. Ça c'est une chose, et donc là c'est l'urgentiste qui demande l'examen en télééchographie. Sinon, le médecin traitant qui estime qu'il y a besoin de passer une échographie la prescrit, et au moment de la prise de rendez-vous, le patient peut se voir proposer, si c'est donc une échographie de la thyroïde ou une échographie abdominopelvienne, on lui propose à ce moment-là d'avoir un créneau en télééchographie, donc sans la présence du radiologue, tout en lui expliquant que c'est bien un radiologue qui va regarder ces images en temps réel. Hein, c'est pas le manipulateur qui fait l'examen. C'est bien le radiologue. Et le patient, à ce moment-là, accepte ou refuse, il a parfaitement le droit de refuser, et simplement, nous, on le dit souvent avec le docteur Leray, nous, notre ligne de conduite, c'est d'être loyal avec nos patients. Le patient nous dit qu'il ne souhaite pas, ce qui est tout à fait respectable, avoir recours à ces technologies-là. On lui dit que dans ce cas-là, son échographie, nous ne pourrons lui programmer, par exemple, que dans 3 mois. Hein, ou qu'avec la télééchographie, comme il y a une souplesse plus grande, on peut lui proposer une vacation avant. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ne pas être surpris en arrivant. Bien sûr. Tout à fait. C'est très important. Et de toute façon, du coup, de toute façon, c'est un droit du patient. On ne peut pas imposer à un patient une téléimagerie, mais que ce soit un IRM, un scanner, une échographie, on ne peut pas lui imposer un acte en télémédecine sans son consentement. Oui. Mais vous savez, pour la télééchographie, il y a un échange entre le patient et le radiologue. Alors que pour tous les autres examens d'imagerie, on passe le scanner et l'IRM et on a le compte rendu ultérieurement. Donc, mais bon, ne dévoilons pas tout. Voilà. Donc, pour les avancées 2025, on a également des modes de prise en charge repensés.
Donc là, c'est essentiel puisque on va développer en fait des alternatives à l'hospitalisation complète en développant l'ambulatoire et puis les hôpitaux de jour. Donc on a développé notamment l'hôpital de jour de soins palliatifs. Donc il a ouvert début septembre 2025 et il va proposer des prises en charge multidisciplinaires, donc avec une équipe, donc un médecin spécialisé en soins palliatifs, des infirmières, des psychologues. Et donc là, il va être centré sur la qualité de vie du patient et également de son entourage. Et il va compléter chez nous, donc comme je vous le disais, une offre déjà existante d'hospitalisation complète. Là, la structure de l'hôpital de jour de soins palliatifs a déjà accueilli 35 patients. Donc ça fait 5 ans de séjour, voilà. Oui. Et ce sont des soins actifs continus qui vont viser à soulager la douleur, qui vont aussi soulager la souffrance psychique, qui vont préserver la dignité des personnes, ainsi que préserver leur entourage. Donc on va être hospitalisé en hôpital de jour, soins palliatifs par exemple, pour faire un bilan complet des besoins du patient suite à l'évolution de sa maladie par exemple, ou pour revoir ses traitements, ou également pour un moment de répit pour le patient et pour sa famille. Et puis on va aussi être hospitalisé pour donc stabiliser une pathologie, c'est de stabiliser une pathologie pour un retour à domicile et un maintien le plus longtemps possible à domicile. Ça, c'est l'hôpital de jour de soins palliatifs. Et on a également développé un hôpital de jour de soins médicaux et de réadaptation qui s'appelle le SMR. Et donc, ça vient également compléter un dispositif d'hospitalisation complète. C'est-à-dire qu'on est hospitalisé en médecine aiguë, par exemple en chirurgie ou en médecine. Et ensuite, on va en rééducation. Donc, on avait le dispositif que d'hospitalisation complète, mais maintenant, on ouvre donc les hôpitaux de jour pour prendre à peu près 7 patients par jour à partir de 2026. Donc là, on démarre doucement. 7 patients par jour pour avoir un volume cible à peu près au-dessus de 1200, hein, parce que c'est une réelle offre pour la population. Hein. C'est assez souple, parce que le patient il arrive le matin, il repart le soir. Il est également pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Donc là, c'est un médecin rééducateur spécialisé, avec des kinés, des ergothérapeutes, des infirmières, des diététiciens également. Et donc l'objectif, c'est de retrouver son autonomie à son rythme. Et ça, c'est donc, comme je vous le disais, après une intervention chirurgicale ou après un AVC, ou lorsqu'on a une pathologie qui se déstabilise, comme une maladie de Parkinson ou des lombalgies, là, tout élément qui font que le patient il perd de l'autonomie. Donc le but, c'est un maintien à domicile, préserver son autonomie le plus longtemps possible. Et c'est vraiment le mariage du confort d'être chez soi, on a le moral, les pieds en bouge, avec l'expertise hospitalière, hein, avec des ressources hospitalières. Donc c'est pour ça que ces hôpitaux de jour, c'est extrêmement intéressant. Y compris parce qu'on le dit souvent, parce que c'est un petit peu contre-intuitif, mais un hôpital n'est pas un lieu pour vivre et pour rester longtemps. Ce n'est pas bon de rester, surtout pour les personnes âgées, de rester très longtemps à l'hôpital. Donc vraiment, l'hôpital de jour permet de garder de la technicité hospitalière tout en permettant de reprendre, et alors c'est particulièrement vrai en rééducation, parce que le but c'est quand même de reprendre la vraie vie. Donc de retourner à la maison, hein, parce que c'est bien joli de marcher sur un tapis de marche, mais ce qui est important, c'est de marcher depuis la chambre à coucher jusqu'à la cuisine et jusqu'à la salle de bain à la maison, c'est ça le but quand même. Hein. Et il faut savoir que sur le territoire, les patients qui peuvent bénéficier d'un hôpital de jour actuellement, donc sur Rennes, Vannes, mettent 1 heure le matin pour y aller, 1 heure le soir pour revenir, que ce soit sur Vannes, Malais 3, Rennes, Saint-Hélier, etc. Et que là, cette offre va permettre aux patients de venir à l'hôpital de jour tout près de chez eux. Et c'est effectivement, comme dit Mme Grosselot, c'est important pour le moral, parce qu'être hospitalisé, c'est vraiment sur de la rééducation, au bout du compte, c'est démoralisant. Et puis, l'hospitalisation conventionnelle, il ne faut pas qu'elle dure longtemps, puisqu'en fait, elle est source de perte d'autonomie. Et puis, source aussi d'infections aux soins, hein, on le sait très bien, et c'est pour ça qu'on dit que l'hospitalisation elle doit être la plus courte possible. Donc cet hôpital de jour, c'est vraiment une opportunité aussi pour la population.
Donc ça permet vraiment de faire une gradation. Des soins, tout à fait. On a quelques jours en hospitalisation complète, parce que là il faut de la surveillance 24 heures sur 24 et des soins assez intensifs. Ensuite on a des soins très rigoureux, très techniques, qui peuvent être groupés de manière confortable pour le patient, mais il rentre chez lui le soir et il est suivi comme ça, il vient une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ça va dépendre de son programme. Donc c'est individualisé aussi comme programme. Et puis on espère petit à petit comme ça. Donc c'est deux très belles avancées cette année. Les hôpitaux de jour, c'est très important pour la population et puis pour les équipes aussi, hein, c'est très dynamisant. Notre activité ambulatoire se développe également, hein, et donc notamment en médecine, avec on a plus de 21% cette année avec notamment tout ce qui est oncologie, hôpital de jour en oncologie. Donc docteur Bécuve est responsable de cette activité, donc il y a déjà eu beaucoup de publications sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est une filière qui est en augmentation croissante parce qu'il y a des besoins. D'un autre côté, notre chirurgie ambulatoire se développe également, puisqu'on a des spécialistes qui viennent, notamment un chirurgien orthopédique pour le pied, un autre pour l'épaule. Voilà. Donc on arrive à avoir des activités chirurgicales ambulatoires, également pour l'ophtalmologie, hein, c'est très important. Pour l'ambulatoire et pour tout ce qui est consultation, nous on s'est attaché avec le corps médical et puis la gouvernance, et on l'a défendu dans tous nos comités stratégiques, c'est d'avoir nos activités socles que sont la gastro-entérologie, la pneumologie, la cardiologie à l'hôpital de Redon. C'est important pour la population, mais également pour les médecins de l'hôpital qui prennent en charge les patients en hospitalisation continue. Et là, on a la chance d'avoir pu recruter un jeune cardiologue donc en 2025. On va pouvoir, il peut à nouveau assurer le suivi des patients présentant une pathologie cardiaque sur le territoire, autour de Redon, sur Redon, ses environs, et également donner des avis, donc ce que réclament nos médecins, urgentistes ou médecins médecine polyvalente, les gériatres, donner des avis de cardiologie aux patients qui sont hospitalisés. Ça permet une fluidité des parcours et ça permet de réduire la durée des hospitalisations, puisque une fois que l'avis est donné, le patient, voilà, les décisions sont prises et la sortie est plus facilement organisée. Et puis ce médecin docteur de Vilger, hein, a le projet d'étoffer son offre avec des échographies d'effort, la pose de haltères longue durée, de développer aussi tout ce qui est bilan de palpitation, de malaise, et puis de mettre en place l'IRM cardiaque et le coronoscanner. Donc on a beaucoup de projets dès qu'on a en fait des effectifs médicaux qui arrivent. Voilà, il y a combien de médecins en cardiologie? Alors on a un médecin en cardiologie, donc il ne fait pas de permanence médicale, mais par contre il assure les consultations et il assure tous les avis les avis d'urgence, ce qui est très important déjà, c'est bien. Et quand il est en congé, on arrive à trouver des remplaçants. Voilà. Après, effectivement, dans l'avenir, on recrutera certainement un deuxième cardiologue avec tous les projets qu'il souhaite mettre en place, mais bon, pour l'instant, on est déjà très heureux d'avoir pu avoir cette offre à l'hôpital. Reprendre cette offre, parce qu'il y avait quelques années, on l'avait déjà. Une autre prise en charge très importante, ce sont nos skis mobiles. Juste une question, pour la scanner, coronographie. Oui. Non, pas coronographie. Non, c'est pas la même chose du coup. Non. Là, c'est un acte technique. Savoir si une filière justement AVC pourrait être mise en place. Alors, on a une filière AVC déjà, puisqu'en fait, on a l'unité post-AVC. C'est-à-dire que quand on a un patient qui se présente aux urgences de Redon avec un AVC, s'il y a une intervention, il part directement sur l'équipe du CHU en fait, pour un examen, les coronographies effectivement. Et il revient ensuite en post-hospitalisation, il revient sur notre unité post-AVC, donc pour le coup. Mais tout ce qui est intervention très technique, voilà, plutôt technique, repartent sur le plateau UNV en fait, on dit, hein, les unités neurologique vasculaire. Donc, voilà. Et c'est bien ça qui est effectivement ce qu'on appelle une filière, c'est-à-dire on a un point d'attrait, voilà, on a un point d'attrait en activité. On
concentre les moyens, l'expertise et puis le fait de faire souvent et d'être à la pointe sur des équipes surspécialisées. Et ensuite, on assure le suivi de nouveau en proximité. Avec un neurologue donc, qui est en unité post-AVC, qui est un temps partagé, qui vient à 50% chez nous, donc qui revoit ses patients, qu'il a potentiellement vu aussi au CHU, qu'il suit ici, et on a des consultations ensuite. Et qu'il va orienter au SMR pour ensuite faire de l'HDJ-SMR. De la rééducation. Voilà, donc la filière est en place. Donc les équipes mobiles actives et solidaires donc, se développent aussi. Du coup, on a pu voir l'équipe, ce qu'on appelle les MASP, c'est l'équipe mobile d'accompagnement de soins palliatifs. Donc c'est un dispositif qui vient compléter une hospitalisation complète, plus un hôpital de jour de soins palliatifs. Et donc elle intervient également en équipe mobile, donc soit à domicile, soit en intra également, puisque les urgentistes parfois, les urgentistes et tout autre service ont besoin d'avoir un avis, un accompagnement pour spécialisé en soins palliatifs pour une personne qui est hospitalisée ou qui est en fin de vie ou qui a une pathologie qui de toute façon évoluera, même si c'est dans quelques années, défavorablement. Donc cette équipe mobile a déjà été sollicitée cette année au moins 500 fois. Donc on a beaucoup d'interventions en intra mais aussi en extra sur les EHPAD ou à domicile. Voilà. Donc on a également l'équipe mobile de gériatrie qui est une équipe composée de gériatres, d'infirmières aux pratiques avancées et qui vont donc intervenir à domicile ou également dans les EHPAD pour donner des conseils sur les prises en charge de patients de plus de 75 ans. Sinon, nous avons aussi en 2025 poursuivi l'évolution en santé mentale avec, je dirais, les nouvelles autorisations, les nouveaux textes sur le consentement, en fait, sous les soins psychiatriques sous contrainte. Et donc, nous avons profité aussi de ces nouvelles lois pour pouvoir mettre en place des prises en charge précoces, intensives et en lien avec les établissements support du GHT qui est pour nous le centre Guillaume-Régnier à Rennes. Donc on a mis en place 2 unités récemment, c'est donc l'UMSIDIP, l'unité mobile de soins intensifs, intervention à domicile, et puis l'hôpital de jour aigu, ce qui fait que pour un patient qui arrive aux urgences et où on a un doute sur une hospitalisation ou pas, on peut lui proposer une hospitalisation de jour. Et si tout se passe bien, il rentre chez lui, il revient sur plusieurs jours pour un suivi ou une stabilisation de son agitation ou de son état de santé mentale. Et ensuite, si ça ne se passe pas bien, on a la possibilité de l'hospitaliser en hospitalisation complète. Voilà. Donc ça vient aussi conforter une offre en psychiatrie, en santé mentale, une offre de consultation, de CMP, et une offre d'hôpital de jour, on va dire, classique ou chronique. Et avec le pendant, alors que nous, on l'a organisé dans la filière santé mentale, mais ça aurait pu être auprès de la médecine, on a aussi une grosse activité en addictologie, où on a des équipes ressources pour le territoire en addictologie, alors là en consultation, soit pour des patients externes, soit y compris pour venir accompagner des patients pris en charge pour un tout autre motif d'entrée, mais où ça permet de faire peut-être des fois un premier lien sur ces pathologies difficiles, pour des prises en charge qui sont difficiles à accepter pour les patients en addiction. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les nouvelles activités, en tout cas parmi beaucoup d'autres, parce qu'effectivement on ne pourrait pas vous citer tout ce qui est fait, les projets qui sont faits par les équipes au quotidien, le développement qui se fait au quotidien. Et puis un autre volet très très fort pour notre établissement cette année, ça a été aussi l'ouverture de l'IFSI, évidemment.
hein, la poursuite de l'IFAS, parce qu'il ne faut pas oublier nos élèves aides-soignants, parce qu'on en a impérieusement besoin et c'est des métiers de haute valeur. Mais là, on a donc ouvert notre IFSI, mais comme vous le savez, hein, je crois que c'est... et nous avons nos 30 étudiants qui vont avoir tout leur parcours chez nous. Et ben, après, nous sommes en psychiatrie, il y a quelques jours, une jours, on a vu un coup d'éclat, ou une expression d'un ras-le-bol qui est en conseil de surveillance. Il y a souvent une tension au niveau du recrutement, du moins des effectifs, où on en a vu, il y avait des offres d'emploi qui ont été mises il y a encore peu de temps. Je pense que vous les... C'est en permanence qu'il y a des offres d'emploi. Comment faire pour... une pénurie médicale. Mais bon, en fait, on est vraiment, comme tout le territoire national, il y a une pénurie médicale dans toutes les spécialités. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Redon n'échappe pas à la règle et on essaie d'être innovant pour trouver des solutions de prise en charge. Donc, tout ce qu'on a mis en place là, en psychiatrie sert à ça. Maintenant, c'est vrai que ça arrive parfois que, voilà, malgré tout, on a quand même des pénuries. Et là, on travaille à trouver des solutions pour la prise en charge, malgré tout, des patients. Parce que... on fait paraître des annonces pour essayer de recruter. On espère une embellie aussi avec des internes qui finalement... tout ce qui est dit, c'est que les internes ne choisissent pas psychiatrie, etc. Mais je pense que ça change actuellement chez les jeunes. Il y a une modification de la formation et puis il y a certains jeunes qui sont attirés maintenant par la psychiatrie. Donc forcément, c'est pas encore un top 3 de l'ECN, c'est pas encore les qui est choisi. Oui, mais d'ici quelques temps, ça va changer. Et on a aussi d'autres solutions avec on a les infirmiers en pratique avancée qui sont partis en formation. Donc ça c'est tout nouveau pour nous aussi. On souhaitait vous le dire, c'est qu'en psychiatrie, des soignants qui sont impliqués depuis des années chez nous sont partis en formation. Donc ce sera ça fait des écosystèmes qui sont justement attractifs. Alors, c'est pas du 100%, ça marche pas à tous les coups, mais ce sont quand même, et nous y croyons, avec le docteur Tarkis, le chef de service, qu'on a un écosystème qu'il nous appartient de faire connaître. C'est-à-dire qu'effectivement, des pratiques qui font que on est sur une prise en charge globale, aussi de prise en charge précoce, mais de suivi, ce qui fait qu'il y a une forme d'attractivité, puisqu'on a un exercice qui peut être varié. On peut proposer à des jeunes psychiatres de faire un petit peu d'hospitalisation temps plein, mais un petit peu de CMP, un petit peu d'HDJ de crise. Donc ça peut être ça nous permet, si vous voulez, d'avoir des offres presque où on peut proposer, alors il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, mais on peut dire vraiment à un jeune ou moins jeune d'ailleurs, psychiatre, de dire... Ben voilà, vous, comment est-ce que vous concevez votre métier? Qu'est-ce qui est important pour vous en tant que médecin? Et il me semble qu'on a vraiment de quoi composer des offres qui peuvent être tout à fait intéressantes. On peut travailler aussi en partenariat sur le territoire. Moi, je peux parfaitement comprendre qu'un jeune ou un moins jeune qui a choisi la spécialité psychiatrie me dit « Madame, à un moment, moi j'ai envie d'aller travailler dans des services vraiment de grosses crises, avec des soins sous contrainte. » Mais dans ce cas-là, on peut monter des postes partagés en partenariat avec le CHGR. Donc on a vraiment... Je dirais notre force, c'est cette souplesse. On a vraiment un panel d'activités variées qui nous permet de proposer le plus de variété d'exercices possibles, et avec maintenant le concours des infirmiers en pratique avancée qui permettent vraiment aux médecins de se recentrer sur ce qui fait qu'il a choisi d'être médecin. J'imagine qu'on ne fait pas médecin pour renouveler des ordonnances, et pourtant c'est essentiel de renouveler des ordonnances. Mais là, ils ont quelqu'un de confiance, ils ont quelqu'un de formé, ils ont quelqu'un d'aguerri qui peut dire « tant que ça va bien, je m'en occupe, et dès que ça va pas bien, je te donne le relais ou je te fais un bilan un peu précis ». Donc c'est déjà le rôle de toutes les infirmiers, et les infirmiers en pratique avancée ont en plus des compétences, donc c'est vraiment, ça concourt à l'attractivité.
tout en travaillant aussi avec la ville, bien sûr, bien sûr. Voilà, les patients qui ont un médecin traitant, parce qu'ils n'ont pas tous un médecin traitant, ont aussi un relais une fois qu'ils sont stabilisés avec le médecin traitant. Donc, comme disait Mme Rousselot, c'est un écosystème, on doit tous travailler ensemble. À l'inverse, on doit aussi assurer, par exemple, des consultations d'urgence pour aider les médecins généralistes qui se trouvent en difficulté. Donc voilà, ce sont des groupes de travail pour avancer dans ce sens-là. On a aussi formé des praticiens associés hors Union européenne, donc que l'on forme et qu'on espère pouvoir valider, parce qu'ils sont allés également au centre Guillaume Régnier pour des stages, donc ça fait partie des évolutions. Et puis on va demander aussi l'agrément d'un interne dans les mois qui viennent pour pouvoir compléter notre dispositif, dynamiser les équipes. Et prévoir l'avenir. Voilà, et prévoir l'avenir. Voilà, par exemple, je citerai l'exemple de la dictologie, où le docteur Panhaleux a demandé l'agrément pour un interne il y a quelques années. Donc on a eu un interne qui l'a tellement bien formé, qui s'est tellement plu que cet interne va être médecin donc chez nous, le docteur Courgeot, va être médecin à temps partagé en gériatrie et en dictologie. Voilà, donc ce sont des belles expériences et des belles transformations. Voilà, c'est bientôt le rugby. Voilà. Donc voilà un petit peu sur les activités, une fraction de nos activités. Bon, dans le petit dossier de presse qu'on vous remettra, on vous a rappelé les quelques chiffres phares de l'année 2024. Hein, et puis je pense que vous aviez toujours le flyer avec le rapport d'activité. Mais sinon, je vous en redonnerai sur l'activité, le rapport d'activité 2024. Pour l'avenir, parce que construire, c'est bien pour asseoir les fondations de l'avenir. Donc déjà, en 2026, on va poursuivre ces développements d'activités, notamment en gastro-entérologie. On a eu la chance là récemment l'année dernière on a eu la chance d'avoir des assistants partagés du CHU. Et là, en fait, on va avoir maintenant des praticiens, donc des PH, donc des seniors, en fait, en hépatogastro-entérologie. Et elles vont donc pouvoir maintenir l'offre sur le territoire, parce que la gastro-entérologie, c'est très important pour la prévention, pour le dépistage des cancers colorectaux, pour le suivi de tous nos patients qui ont des pathologies hépatiques, qui ont des cirrhoses et qui ont des hépatites, etc. Ils étaient pour certains en rupture de traitement et en renoncement aux soins. Donc là, pour nous, c'est une spécialité socle. Donc on doit l'organiser, on doit également veiller à ce qu'elle ne soit pas complètement submergée de demandes de consultation. Donc ça se fera progressivement, mais on a du personnel hyper compétent, 2 jeunes gastro et un 3e qui arrive aussi, pour pouvoir monter en charge les hôpitaux de jour et puis les coloscopies sous anesthésie générale et puis sous tout ce qui est fibro aussi sous local. Mais c'est vrai que nous sommes attachés, en remontant le projet avec ces 2 gastro-entérologues, de dire, avec 2 gastro-entérologues à temps partagé, évidemment les besoins sont énormes et ne peuvent pas être absorbés par cet effectif-là. Donc nous on s'est dit, reposons-nous la question de notre rôle, de notre vraie plus-value sur le territoire, pour pas essayer de tout prendre en charge, parce que c'était ma grand-mère qui disait qui trop embrasse mal étreint, et à vouloir trop faire de tout, donc là on a vraiment défini qu'on allait nous centrer sur les situations à potentiel de risque élevé, donc les dépistages de cancer avec des facteurs de risque importants. Donc on va travailler à avoir une offre de consultation qui, comme le disait le docteur Leray, et je crois que c'est très important, laisse du temps aux gastro-entérologues pour faire les coloscopies.
parce que et donc ça veut dire que il y aura des consultations sur des situations non critiques où on dira on ne prend pas, où il y a plus de délai. Voilà. Il faut leur laisser le temps aussi de créer, d'organiser leur activité. Et c'est important aussi à Redon, quand on a des jeunes praticiens, c'est de ne pas les dégoûter en fait. Oui. Parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de travail qu'en fait ils sont habitués à travailler en équipe pluridisciplinaire dans les gros centres. Et en arrivant ici, parfois ils peuvent se sentir seuls. Donc il faut faire très attention à organiser avec eux l'activité, à ce qu'ils ne soient pas débordés. Et qu'on leur dise que l'institution les soutient. Voilà. On a défini que nous, on allait se concentrer sur cette fraction. On aimerait pouvoir faire plus, mais pour l'instant, on ne peut pas faire plus. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, pour les patients, le pire, c'est d'avoir une consultation où on dit il faut faire une coloscopie ou une fibroscopie, et où on dit mais on n'a pas de place à vous proposer. Et alors si encore, nous n'avions pas de place, mais Saint-Nazaire ou Vannes ou Rennes ou Nantes en aurait, bon, quelque part, le patient trouverait à 1 heure de route, mais c'est tellement difficile que là on s'est vraiment dit, nous on va faire en sorte au moins que les gens ne se découragent pas, et que s'il y a à faire un examen de dépistage du cancer, parce qu'il y a des facteurs de risque importants, parce qu'il y a... donc on va vraiment se concentrer là-dessus, comme patient prioritaire. Après, s'il y a la possibilité de faire de l'activité en plus, tant mieux, mais nous, s'il faut choisir, on se concentrera sur ces urgences-là. Voilà. Plus toutes les prises en charge des urgences, évidemment. Évidemment, qui arrivent avec des saignements. Les facteurs de risque, finalement, pour un cancer colorectal ou autre, à part des prédispositions peut-être familiales. Des récidives. Oui, des récidives, voilà, mais je veux dire en première intention. Mais effectivement. Après, faites des pathologies, c'est autre chose, mais pour. En fait, c'est vrai que nous, voilà, c'est un dépistage. Donc, quand on a un examen, on dit FIT+, un examen colorectal positif, en fait, le tout, c'est d'avoir dans un délai bien défini une prise en charge en endoscopie, avec du coup avis du médecin traitant qui adresse au gastroentérologue et qui va lui classer ses urgences en fait. Mais potentiellement une coloscopie est à réaliser pour aller voir si cet examen positif détecte bien la présence de polypes, etc. Enfin, c'est un avis là spécialisé de gastro-entérologue. Oui, mais cette offre-là, nous... Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ça veut dire que monsieur tout le monde, et madame d'ailleurs, fait son test de dépistage. Il y a déjà... Alors, je ne sais plus, 90, je crois, qui sont sans signe d'alerte. Sur les 10 qui restent, il va y avoir un examen externe qui va encore rassurer sur tant de personnes. Sur la fraction qui reste, là, on va faire un dépistage. Et peut-être que dans ce dépistage, on va mettre, entre guillemets, en priorité des priorités, quelqu'un qui a des facteurs familiaux ou dont l'histoire familiale est. Mais les autres en seront... Mais la personne qui a un suivi, parce qu'il y a eu une pathologie à 20 ans et qui du coup a une coloscopie de suivi, de routine tous les 5 ans, c'est pas qu'elle est inutile, loin de là, et encore une fois, on va la repousser comme on doit faire le choix, on va la décaler de quelques mois, de 4 mois, 5 mois, voilà, on va privilégier donc tout ce qui est positif pour la prévention. C'est la prévention du cancer colorectal. Voilà, c'est important. Ben oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà un petit peu peut-être les grandes activités. L'année à venir, enfin là cette fin d'année 2025, début 2026, va être marquée par un événement fort quand même dans la vie de l'établissement. C'est le renouvellement du projet d'établissement. Donc, le projet d'établissement, c'est un document stratégique qui fixe des grandes priorités, donc qui ne liste pas exactement ce que l'on va faire dans 2 ans, 6 mois et 3 jours en termes d'activité, mais par contre, quelles sont les grandes orientations que notre hôpital se donne
Donc là, on va être accompagné par un cabinet externe parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur qui va pouvoir faire un diagnostic, parce que de temps en temps, on a une vision faussée, on est à l'intérieur du navire, je dirais. Donc là, c'est intéressant d'avoir, et qui va surtout nous aider à prendre un petit peu de hauteur stratégique, de manière à pouvoir vraiment avoir des axes forts sur les 5 ans à venir. Après, on a quand même un tout petit peu, j'ose espérer, enfin d'expérience je suis sûre, de compétences je veux l'espérer. Et effectivement, pour nous, le pilier central, le squelette de notre projet d'établissement, de notre orientation, c'est l'attractivité. C'est l'attractivité pour pouvoir développer les projets. Ouais, les projets au service d'un territoire. Donc, voilà, donc ça c'est une démarche qui va associer. Vous avez eu une première réunion déjà Oui, on a eu un copil de lancement il y a 10 jours, je crois. C'est pour une durée de combien de temps? J'ai oublié. Alors c'est 5 ans, réglementairement c'est 5 ans. Et ça, c'est 5 ans pour tout le monde? Enfin, oui, ah oui, tout à fait. Alors, tout le monde, ça dépend de à quelle date vous partez sur la ligne de départ. Donc, nous, il se trouve que ça va être 2026-2031. On a des établissements qui ont, parce qu'ils ont fait leur dernier projet, pas exactement, mais la réglementation dit qu'un tout établissement de santé doit avoir un projet d'établissement valable pour 5 ans. Donc voilà, on va essayer d'aller sortir les grands... les grandes lignes de force de notre mission et des objectifs qu'on se fixe pour dans 5 ans. Sur le territoire, il sera associé donc, le projet médico-soignant à ce projet d'établissement. Bien sûr, c'est le cœur, c'est le cœur nucléaire, c'est le projet médico-soignant. Et est-ce qu'il est aussi inséré l'environnement? Quand je dis environnement, c'est la médecine de ville, par exemple, qui subit aussi des difficultés quand même très très fortes, et qui font peser aussi, quelque part, des difficultés au sein du fonctionnement de l'hôpital, très clairement aussi. Est-ce que c'est pris en compte aussi dans ce... Ouais. À 2 niveaux. Déjà parce que notre partenaire, notre prestataire qui va nous accompagner, fait évidemment un diagnostic stratégique du territoire. Donc là, sur la base de données, très techniques, la consommation en soins, le niveau socio-économique de la population, le taux de pauvreté, les flux naturels, c'est-à-dire les gens de notre bassin de vie, où est-ce qu'ils vont se faire soigner. Donc tout ça, c'est des données qui sont on peut y accéder. Aussi, parce que ça a été fait déjà une fois. Oui, avec l'ORSV, oui. Voir s'il y a eu exactement. Des flux aussi, ou des... Exactement, et de se dire, et quand il y a un flux, je dirais, il y a une fraction qui est de toute façon incompressible. Si vous allez travailler à Saint-Nazaire et que vous avez besoin de faire votre radio de l'épaule, peut-être que vous le prenez à l'hôpital de Saint-Nazaire parce que vous passez à côté. Et puis, il y a des flux que l'on peut plutôt récupérer en se disant peut-être qu'il faut qu'on communique mieux parce que là, tout le monde ne travaille pas à Saint-Nazaire, donc on a bien des gens. Donc, ce diagnostic stratégique, et dans ce diagnostic stratégique, évidemment, l'offre de soins sur le territoire fait partie des caractéristiques de notre projet. Est-ce qu'il y a des médecins? Est-ce qu'il y a des médecins spécialistes, ce qui n'est pas la même chose? Est-ce qu'il y a des professionnels de santé paramédicaux? Est-ce qu'il y a des kinés? Est-ce qu'il y a des sages-femmes? Est-ce qu'il y a des orthophonistes, des diététiciens? Donc tout ça, ça fait partie de ce diagnostic stratégique. Et comme pour nous, il nous semble que c'est une évidence dans la mission de notre hôpital, c'est qu'on travaille en lien avec la ville, j'ai sollicité également qu'il puisse avoir un entretien stratégique avec la CPTS, de manière à la CPTS qui assure effectivement la vision contraire, finalement la vision des besoins de la ville pour vis-à-vis de l'hôpital, qu'il puisse y avoir un échange là-dessus sur cette stratégie qui n'est pas une liste au Père Noël, mais eux du coup, c'est aussi un cabinet qui est actif et qui connaît le milieu. Ils n'en sont pas à leur premier établissement. On peut faire un point d'étape aussi quelque part.
par rapport à l'action déjà qui est réalisée sur les 5 ans, voir si les objectifs sont réalisés, si j'ai bien compris, et de soit faire une nouvelle trajectoire ou voilà, ou une réflexion. On a des réunions assez régulières avec la CPTS. Oui, Moi, je parle du cabinet. Oui, ah oui, voilà. pardon. Oui, je suis revenu au global, pas la CPTS. Mais tout à fait, parce qu'il y a aussi, et puis je dirais ça va aller de plus en plus vite, les innovations technologiques. Il y a 5 ans, un bras mécatronique et de la télééchographie, mais ça n'existait même pas en perspective. Alors si, peut-être dans des grands établissements internationaux de recherche de pointe, mais... Donc évidemment, dans notre dernier projet, il y avait le développement de la télémédecine, mais on ne pensait pas que ça pourrait aller jusque-là, et si vite que ça. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle... ça va être une révolution... On va avancer. Voilà, et puis évidemment, dans les 5 ans à venir, vous me voyez venir, un autre des grands éléments, c'est effectivement l'impact du projet Nouvel Hôpital, mais qui s'auto-alimente avec le projet d'établissement, c'est-à-dire que le projet d'établissement est fondé avec les perspectives du Nouvel Hôpital, et le Nouvel Hôpital va être pensé dans ses fonctionnements en fonction des priorités, des orientations stratégiques qui nous auront animés là et qu'on aura réfléchi de manière un petit peu plus approfondie que des idées que l'on a un petit peu à l'emporte-pièce comme ça. Et du coup, ça nous aidera aussi quand on en sera la définition fine de comment est-ce qu'on organise l'accueil, comment est-ce que on aura ce guide de nos grandes priorités sur le projet Nouvel Hôpital. C'est vrai que ce projet dynamise vraiment l'activité en fait. On réfléchit aux nouvelles activités et déjà on se projette en fait. Donc c'est important d'avoir eu la possibilité d'être financé sur la partie hospitalisation en fait. Pour l'accueil des patients, des familles et puis aussi pour les jeunes médecins parce que c'est un plateau plus attractif, des conditions de vie et de travail meilleures, plus attractives. Et puis des nouvelles pratiques qui n'existaient pas il y a 50 ans quand cet hôpital a été conçu, qui étaient tout à fait aux normes des pratiques de l'époque et des pratiques modernes de l'époque. Mais la médecine ambulatoire, la chirurgie ambulatoire n'existait pas il y a 50 ans. Donc forcément, on n'a pas des locaux qui sont faits pour pouvoir accueillir des patients en chirurgie ambulatoire. Donc ça, c'est les évolutions des techniques. Voilà, pour vous balayer de manière un petit peu large, et on est évidemment à votre disposition. Dans le projet de l'hôpital, vous en êtes à quelle étape Alors, je vous ai fait un joli dessin que vous allez pouvoir avoir. Nous en sommes là, donc, nous en sommes sur ce qu'on appelle le programme technique détaillé. Alors, vous savez, c'est les opérations de travaux hospitalières, donc qui sont conditionnées par le code de la commande publique, donc il y a vraiment des études, des phases très 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 précises. Donc le programme technique détaillé, en fait, il sert à regrouper les grandes normes fonctionnelles techniques, les flux qui sont nécessaires, etc., les besoins. Vous connaissez celui-là. Les besoins, mais je vais me permettre l'expression, à grosse maille des utilisateurs. Et un troisième tome qui est l'inscription dans l'environnement, à tous les sens du terme, du projet. Cette espèce de grosse règle du jeu, pas très fine encore, mais qui cadre les grandes orientations, vont être soumis, et c'est ce que vous avez vu comme publication d'appel à candidature, vont être soumis pour que des groupements puissent nous présenter déjà leurs expériences en matière hospitalière et leurs grandes propositions de principes de construction. Et du coup, il va y avoir un premier jury au 1er décembre 2025 qui va retenir 3 concepteurs finalistes. Et ces 3 concepteurs devront, eux, élaborer des propositions beaucoup plus précises
et nous devrions, pour au plus tard, voilà, l'automne 2026 et normalement vers août-septembre 2026, nous devrions avoir un deuxième jury qui à ce moment-là définira le finaliste, le lauréat. Le gagnant. Voilà. Mais là, on aura eu des esquisses, on aura eu des vues. Voilà, là. Et après, avec ce finaliste, on rentre dans une phase suivante, qui est la phase des études, je dirais, de l'architecte en tant que tel, de portance, est-ce qu'il fait des machins. Alors, il nous aura fait une présentation déjà, parce qu'on aura choisi son esquisse, mais d'aller revérifier, j'en sais rien, moi, que la déclivité du sol, elle permet de refaire des calculs d'architecte sur ces éléments-là. Et ensuite auront lieu les premiers. Et pendant ce temps, en parallèle, on fait les dépôts de permis de construire, on fait toutes les démarches administratives. Et ensuite, il y a le premier coup de pelleteuse. Aujourd'hui, par rapport, je pense, à la dernière fois où on s'était vu, nous avons donc bouclé ce qu'on appelle le scénario de faisabilité, c'est-à-dire par rapport aux objectifs d'activité, à la capacité, au plan de financement, s'il était validé ou pas. Donc ça, c'est bouclé. Et on a fait les premières études. Vous savez, on avait une étude faune-flore qui s'étendait sur 4 saisons. Donc, au bout de la 4e saison, évidemment, donc nous savons... C'est une symphonie. Et ça se termine aussi joyeusement que ce que notre ami Vivaldi nous avait prédit. Non, mais donc notre étude faune-flore nous a apporté la nouvelle qu'il y avait des espèces sur lesquelles il y aurait des dossiers à faire avec les... mais il n'y a pas eu d'identification de situations bloquantes absolument le chantier. C'est des questions d'édification, ce genre de choses qu'on déplace. Voilà. C'est vraiment super. Ce qui est très bien, Donc on a une chauve-souris, je crois notamment, et il va y avoir donc là maintenant des dossiers. On va être accompagné pour faire les dossiers de demande de dérogation et de demande de... projet, en fait, C'est une chauve-souris ou c'est une espèce de chauve-souris? Une espèce. Je ne sais pas s'ils en ont vu qu'une, mais en tout cas ils en ont vu au moins une attestant de la présence de l'espèce. À Garnier, c'est les oiseaux et les lézards. À Lidl, ce sont des hirondelles, je sais plus ce que c'est. Ah oui. Chaque projet, il y a ce délai, cette demande nécessaire pour... C'est ça. Et donc, du coup, en termes de calendrier, là, on est donc fin 2026, du coup, dans ce qu'on explique. Alors, le concours où on aura choisi le lauréat, ça sera pour 2026, certainement l'automne, voilà, 2026. Les études donc, de l'architecte, les plans, etc. Pendant ce temps, les équipes donc, travaillent pour savoir où est-ce qu'elles mettent la porte, le lave-bassin et le lavabo. Un énorme boulot. Un énorme boulot. Jusqu'en octobre 2027. Et à partir d'octobre 2027, les premiers travaux commencent, donc la démolition la déconstruction, excusez-moi, de l'Hôtel-Dieu et la reconstruction donc du bâtiment neuf. Donc on est toujours à fin 2029 pour la livraison de ce premier bâtiment. Oui. Ok, très bien. Voilà où nous en sommes. Et c'est vrai que c'est important d'avoir fait ce premier bâtiment parce que c'est ce qui va nous permettre de libérer la grande tour, puisque du coup, et puis que c'est quand même pour nous, même déontologiquement, ça nous permet que les personnes qui sont hospitalisées à temps plein seront dans des locaux neufs, dans des chambres individuelles avec des salles d'eau et dans un environnement qui correspond plus à ce qu'on attend aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait il y a 50 ans. Et même symboliquement, même si le symbole m'importe peu, ça y est, le bâtiment est là depuis le temps qu'on en parle. C'est ça, tout à fait. Toutes les conditions d'accueil seront optimales, hein, comparées à des hôpitaux neufs, des cliniques, etc., la maternité, même la médecine. Donc c'est vrai que
c'est important pour les patients, pour les médecins, pour les équipes. Tout le monde a hâte. Et là, Oui, puis nous, ça nous permet aussi de repenser, c'est ce on qu'on se projette dans pas longtemps, en fait, 2025, Ben oui, ça va 2029. vite, Pour nous, ça va vite. c'est pas si loin que ça. Et ça nous permet aussi d'avoir plusieurs phases, donc ça a été discuté, etc. Mais plusieurs phases, finalement, notre hôpital, on reste sur un seul site. Et ça, c'est très pratique aussi pour les équipes soignantes, d'avoir un seul site. Et puis, je prendrai un exemple, en réfléchissant à ce projet Nouvel Hôpital, on a déjà fait évoluer certaines de nos organisations et de nos activités. Par exemple, pour les chimiothérapies en hôpital de jour, nous avions des lits, classiquement. Et là, on a eu besoin, on a visité avec le docteur Leray différents centres récemment construits. Et on s'est dit, ah bah tiens, il y a un certain nombre de choses, on n'a pas besoin d'avoir un lit. On peut mettre des méridiennes, des fauteuils allongés, qui sont plus chaleureuses, plus jolies, tout aussi confortables pour des patients. Alors, certaines fois, il faudra des lits, évidemment. Vous faites une coloscopie, il faut que vous puissiez avoir un lit, mais quand c'est pour même de l'ophtalmo ou des chimios, vous êtes sur ces méridiennes et on se dit, ça nous permet déjà de penser autrement notre parcours patient, notre accueil du patient par rapport à notre projet en 3 ans. Tout à fait. L'autre phase, puisque c'est le même maître d'œuvre qui sera choisi, du coup, ce sera presque concomitant à la fin et le début, ou est-ce que ça va s'enchaîner comment ça fonctionne pour la partie bloc central? Alors, tout va s'enchaîner, c'est-à-dire que fin 2029, comme disait le docteur Leray, on a terminé la partie construction du bâtiment neuf, on transfère les patients, ce qui nous permet par exemple, mettre les consultations externes dans le bâtiment qui aura été libéré par une opération tiroir et de faire les travaux sur la partie bloc central. Alors, ce que moi j'appelle bloc central, c'est les urgences, le bloc obstétrical, le bloc, voilà, tout cet aspect technique, très, très technique. Et en parallèle, effectivement, mais ça, je dirais, c'est presque l'architecte qui va nous conseiller en termes de phasage. Est-ce qu'il vaut mieux faire la partie consultation externe avant de toucher au bloc? Je ne sais pas. Oui, ça peu importe, mais dans l'idée, c'est que immédiatement après. C'est en continuité. On va libérer de la place aussi pour finalement augmenter notre activité d'hôpital de jour, notre activité ambulatoire. Actuellement, quand je vous disais activité repensée, c'est pas parce qu'on les a inventées, c'est qu'elles sont repensées parce qu'il faut qu'on cherche des solutions architecturales pour pouvoir accueillir en hôpital de jour. On manque de place, donc dès qu'on aura pu libérer les patients, avoir le bloc hospitalisation, on va libérer effectivement des étages pour développer l'ambulatoire, les hôpitaux de jour, avoir plus de place pour ça, donc ce sera vraiment intéressant. Et là, les perspectives que nous avons pour avoir amené ce deuxième volet de cette première très grosse étape, on vise 2032. Les rétro-plannings nous conduisent à estimer que c'est à fin 2032 qu'on devrait avoir donc, le nouveau bâtiment et tout le bloc central refait, pour ensuite permettre de finaliser la partie logistique, médico-technique et non médicale, mais qui est essentielle évidemment pour le fonctionnement de notre établissement. Ça, c'est une question qui fait débat aussi, qui fait toujours débat. On ne verra pas cette étape-là, elle n'est pas financée, on n'est pas sûr de l'étape logistique, tout ce qui est pharmacie, les supports, on ne la verra pas. C'est quoi votre réponse du coup? Ma réponse, elle est que il y a un projet qui comprend ces 3 grands blocs temporels, parce que c'est des cohérences techniques, que notre plan global de financement pluriannuel tel qu'il a été présenté et validé prévoit les 3 phases. Et qu'effectivement, nous prévoyons ces 3 phases-là et les recherches d'emprunt sont faites pour finaliser les 3 phases. Et si on a la chance de continuer à recruter des équipes médicales, que ce soit en temps partagé ou en propre, comme on le fait, au vu du plateau technique qu'on va pouvoir développer, donc de l'ambulatoire, de l'hôpital de jour,
je pense qu'on aura des conditions économiques meilleures, parce qu'on va développer de l'activité que parfois on ne peut pas, ne serait-ce qu'au bloc opératoire, donc, parce qu'on manque de place. Donc moi je suis optimiste là-dessus, franchement, ça fera partie aussi du financement en fait, de la 3e phase. Pour nous, on pense qu'il y a un effet cercle vertueux. Hein, c'est certain que... Donc après, moi je ne peux pas convaincre au-delà de ma propre conviction. Mais bien sûr. C'est vrai que ça paraît loin pour les personnes qui travaillent au niveau de la logistique, ou sur le médico-technique, ça peut paraître loin, 2039. Certaines personnes ont du mal à se projeter, mais encore une fois, on n'est pas dans l'immobilisme complet comme on est en train de travailler. Le docteur Leray, surtout avec sa casquette, là, chef de service de la pharmacie, vient de répondre, et vraiment c'est remarquable le travail qui a été mené avec ses collègues pharmaciens, à un appel à projet pour automatiser le circuit du médicament, là, en juillet 2025. Et ça, c'est des projets, on ne sait pas si on va être retenu, ça va être un gros investissement si on est retenu, mais ça veut dire qu'on ne va pas attendre 2039 pour tenter de moderniser nos pratiques et d'investir ce qu'il y a à investir pour moderniser nos pratiques. Nous avons déjà eu les locaux de prévus, si on réussit à avoir un automate, à l'acquérir, pour informatiser tout le circuit du médicament. Sur les EHPAD, de Redon 43, sur les SSR, la santé mentale. Et donc, effectivement, d'ores et déjà, on sait qu'on récupérera des locaux et ça fera partie, on avancera la phase qui devait être à 2039, elle sera avancée en même temps que, en même temps que finalement la rénovation du bloc opératoire, par exemple. On a, et je crois que c'est peut-être l'exemple typique, dans notre toute première phase, le nouveau bâtiment, on a choisi, c'était un choix réfléchi des groupes de travail utilisateurs, d'installer notre chambre mortuaire dans ce nouveau bâtiment. Chambre mortuaire qui est aujourd'hui accolée à la pharmacie. Pour plein de raisons, et notamment des raisons de qualité de l'accompagnement des défunts et des personnes endeuillées. Mais ça veut dire que dès qu'on aura construit ça, il y aura de l'espace que l'on peut réexploiter. On ne va pas attendre avec des portes fermées et une salle vide, et des salles vides 2039, parce qu'on a dit que la partie pharmacie se faisait en 2039. Tout à fait. Hein, donc, la qualité des soins prévaut. Voilà. Tout en gardant un œil sur le médico-économique. C'est ce qu'on avait fait, on avait priorisé. Mais la qualité des soins, donc un projet d'automatisation, s'il est financé par la DGOS, et on a aussi la NAP qui pousse à ce qu'on soit retenu dans ce projet, bon espoir, eh bien on arrivera à avancer malgré tout. Et avant 2039, bien évidemment.